Merci beaucoup d'être là, M. Charlebois. Bonsoir. Est-ce que notre chaîne d'approvisionnement alimentaire peut faire face à ce pic de consommation, à cette frénésie à laquelle on observe en ce moment? La réponse est oui. En regardant les photos, les vidéos, je ne suis pas certain que tout le monde le sait. Il faut avoir confiance. Les chaînes d'approvisionnement, depuis quelques années, il y a plusieurs détaillants, distributeurs qui ont investi énormément en logistique. On a affaire à des chaînes intelligentes, flexibles. Et quelque chose comme ça arrive, là, on est prêt. Puis on a affaire à un virus. Il faut comprendre que c'est un virus et non pas un tremblement de terre ou un désastre naturel ou quelque chose comme ça. Quelle est la différence pour les chaînes d'approvisionnement? C'est le temps. C'est-à-dire qu'on a le temps de se préparer, on a le temps pour les consommateurs de faire des réserves. Il n'y a pas d'urgence à le faire en 24 heures. Bien, en amont, il y a la transformation qui se prépare parce si par exemple on fabrique de la soupe, d'ailleurs Campbell's avait annoncé que la compagnie augmentait la cadence au niveau de la production. Pour le canage. Oui, il y avait quelques semaines. On anticipait cette hausse-là. Donc en transformation, on a rempli les entrepôts. En distribution, bien évidemment, on anticipait le choc. Et si au niveau national, ce qui est particulier avec le virus, c'est qu'on a vu l'étalement de la panique d'ouest en est. On a vu Vancouver, la Colombie-Britannique, l'Alberta paniquer la semaine passée. Depuis 2-3 jours, c'est Toronto, l'Ontario et maintenant, en fait, tout ça a rattrapé le Québec aujourd'hui même. On le voit là, à la télévision. Oui. C'est incroyable. Mais vous dites que les chaînes d'approvisionnement sont... c'est bien planifié, il y a des stocks pour répondre à la demande, mais on entend souvent ça de plus en plus, c'est de la distribution juste à temps pour avoir des produits frais, le plus frais possible. Est-ce que les épiceries, les détaillants ont quand même des stocks? On peut tenir combien de temps, par exemple? Bien, c'est ça. Les gens pensent qu'il faut de l'inventaire sur place. Oui. C'est plus comme ça que ça fonctionne. C'est que les distributeurs vont établir de nouvelles règles avec leurs fournisseurs. Donc, on va entreposer avec des entrepôts intelligents un peu partout. On va avoir des termes particuliers avec certains fournisseurs. Et on ne va pas nécessairement être exclusif avec un fournisseur non plus. Il y a 10, 15, 20 ans, on s'entendait avec un fournisseur de pâtes, par exemple. Et puis, si ce fournisseur-là est en rupture de stock, bien, on n'avait plus de pâtes à vendre. C'est plus comme ça que ça fonctionne, là. On va négocier avec plusieurs fournisseurs. Alors, s'il manque de pâtes avec un fournisseur, bien, on va avec un autre. C'est quoi la part de la nourriture qu'on consomme ici, qui est produite ici, et la part qu'on importe, parce qu'on est quand même dépendant, là, entre autres pour les produits frais? Oui, bien, en fait, ce temps-ci de l'année, là, à la mi-mars, on importe quand même pas mal plus que, je sais pas moi, en juillet ou août, là, ou même septembre. Ça, c'est clair, mais ça dépend de quelles calories on regarde. Dans les fruits et les légumes, on est très dépendant des importations, là, on s'entend. Là. Donc, s'il y a quelque chose qui se passe avec la frontière américaine, c'est ce qui m'inquiète le plus en passant. Quel impact ça pourrait avoir pour la disponibilité Donc, ici? je suis d'accord avec M. Legault en disant qu'il n'y aura pas de problème au niveau de l'approvisionnement, mais le gros mais, c'est la frontière. Si, par exemple, le gouvernement américain décide de bloquer, de fermer cette frontière-là qui est assez importante, là, on parle d'un autre scénario, là, un scénario possiblement catastrophique pour les fruits et légumes, pour plusieurs produits, parce que les réseaux aux États-Unis sont mieux développés, sont plus efficaces. Même si les produits ne proviennent pas des États-Unis, bien, ils peuvent venir d'ailleurs. Et en plus, on a une économie ouverte. Les ingrédients passent du nord au sud, du sud au nord. Alors, ça pourrait vraiment compliquer les choses. Donc, dans ce scénario-là, on n'en est pas là encore, mais dans ce scénario-là, ça voudrait dire quoi? Moins de produits disponibles? Est-ce qu'une hausse des prix, ça se peut également quand on a de la difficulté à avoir accès à ces ressources, équilibre d'offre et de demande? Est-ce que ça fait augmenter les prix? Bien, il faut parler du pétrole. Quand on parle de prix ces temps-ci, surtout pour avec le transport, les camionneurs. C'est qu'avec la guerre de prix actuelle qui prévaut entre la Russie, puis on n'en a pas parlé beaucoup cette semaine à cause du COVID-19, mais le gros sujet sur Bay Street, puis surtout en Alberta, c'est le pétrole. Le pétrole est pas cher. Et les gens en fait, on s'en rend compte lorsqu'on fait le plein à la station d'essence. Et ça fait en sorte que notre coût de transport diminue. Donc, il y a moins de pression sur les distributeurs. Ça ne veut pas nécessairement dire que les prix vont coûter moins cher. Or, le dollar canadien en baisse. Oui.
énormément, 4 sous depuis 4 jours. Donc, pour les prix des aliments, ce sont 2 éléments qui s'annulent, en quelque sorte? Ben oui, ben, vous vous souvenez de la crise du chou-fleur? Oui, on avait vu des prix, ça s'était monté pas jusqu'à 8 $. Qu'est-ce qui a causé la crise du chou-fleur? La baisse soudaine du dollar canadien de 10 sous en un mois. On s'en va vers là. Donc, et puis en mars, avril, on importe énormément de fruits et légumes. Donc, je vous entends, pour les fruits et légumes frais, vous prévoyez, vous pensez que c'est possible qu'il y ait une augmentation des prix dans les prochaines semaines? C'est possible, mais c'est pas en raison du fait que les détaillants veulent prendre avantage d'une demande plus robuste ou veulent prendre avantage du contexte dans lequel on vit. Là. C'est pas du tout ça. Puis surtout avec les réseaux sociaux aujourd'hui, là, bonne chance à un détaillant qui veut profiter de l'occasion. Oui, bon, disons que ce serait plutôt mal vu. Je vais vous amener ailleurs avant qu'on se quitte. Il y a des consommateurs en ce moment, oui, qui se ruent vers les supermarchés, mais avec cette menace du coronavirus, peut-être qu'il y en a plusieurs qui aimeraient bien ne pas y aller. Et là, on pense à l'achat en ligne. Les détaillants ont mis sur pied ces programmes-là il y a quelques mois, mais il n'y a pas une grande portion des consommateurs qui les utilisent encore. Est-ce que ça pourrait augmenter? Est-ce que les détaillants ont la capacité de migrer encore plus vers la livraison de l'épicerie en ligne, par exemple? Bien, Alibaba, 2003, le SRAS. Le SRAS a permis à Alibaba de devenir le géant du commerce électronique que l'on connaît aujourd'hui. Moi, j'ai l'impression qu'on pourrait revoir ce scénario-là maintenant avec COVID-19. C'est certain que les gens vont, s'ils ne veulent pas s'exposer à d'autres personnes qui pourraient être contaminées, c'est certain que le commerce électronique devient intéressant comme avenue. Et est-ce que les détaillants sont prêts pour faire face à cette demande qui pourrait être accrue? Certains détaillants, pas tous. L'effet Amazon fait en sorte qu'on invite tout le monde à la parade. Tout le monde, depuis 1 an, 2 ou 2, on investit dans le commerce cybernétique, mais c'est pas tout le monde qui est prêt. Moi, je peux en compter 3, 4 qui sont prêts, mais le reste suivent. Bon, cela dit, à partir de maintenant, si on a une méfiance envers les déplacements à l'épicerie, est-ce qu'on doit avoir une méfiance envers la salubrité des aliments? Est-ce qu'il y a des mesures, par exemple, qui sont dictées par les autorités alimentaires? Bonne question. Moi, j'aimerais ça que l'Agence canadienne soit plus proactive en informant le public. Moi, je reçois des questions là-dessus. La réponse, c'est non, je ne penserais pas. Il y a toujours un risque à tout, là. Il pourrait y avoir contamination. Mais il faut bien les comprendre, il faut bien communiquer ces risques-là. Et à chaque fois qu'il y a une crise comme ça, on entend rarement l'Agence canadienne des inspections des aliments parce qu'on laisse toute la place à l'Agence de la santé publique pour les humains, c'est correct. Mais pour les aliments, il faut informer les Canadiens. Bon, M. Charlebois, la question qui tue, est-ce qu'on stocke du papier de toilette? C'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Qu'est-ce qu'on achète à l'épicerie, là, en ce moment? Ben, en gros, ce qu'il faut en temps normal, il faut quand même des provisions pour 4-5 jours de produits sèches, fèves, pâtes, sauces, ce genre de choses-là. Donc, une variété de protéines, de carbohydrates aussi, c'est important. Dans le surgelé, les fruits et légumes, parce que si, par exemple, on n'en a plus, bien, il faut quand même aller chercher des vitamines là. Et on peut garder ça pendant 6 mois au moins, tant mieux. Et l'eau. L'eau surtout, là, il faut avoir de l'eau à la maison de fois de temps en temps. S'il y a quelque chose qui se passe avec le système d'aqueduc, là, il faut quand même quelque chose. Donc, en gros, c'est ça. Et un peu papier de toilette, mais il ne faut pas exagérer. C'est psychologique ce qui se passe, M. Charlebois. Les gens arrivent devant des tablettes vides et c'est là où se déclenche l'urgence d'acheter. C'est l'élément déclencheur, c'est qu'une tablette de papier de toilette se vide rapidement visuellement. On voit la tablette vide, on se dit, mon Dieu, on va en manquer, il faut en acheter. C'est probablement un peu ça qui se passe aussi. Et évidemment, le papier de toilette, pour plusieurs personnes, c'est une source de réconfort, évidemment. Et si on en manque, bien, c'est une mauvaise nouvelle. Bon. Mais il n'y a pas lieu à paniquer. Il faut planifier, mais pas paniquer. Bon, alors sur ces mots sages, on vous laisse. Merci pour vos explications. Merci.